duba manyi duba te flake bagi tonye wuliye borlale kagbero san duba. Vous les croisez dans les rues du quartier latin, ils sont vos voisins à la faculté, au restaurant universitaire, dans les bibliothèques. D'année en année, ils viennent plus nombreux de tous les pays d'Afrique noire et pourtant vous les connaissez mal, vous les connaissez à peine. Cette année, l'Office de coopération et d'accueil universitaire s'est efforcé de résoudre les problèmes de près de 4000 boursiers de la communauté. Ceux-là sont considérés comme des privilégiés. Sur le plan matériel, ils touchent en plus de leur bourse une indemnité de premier équipement et une indemnité de trousseau. Ils sont logés dès leur arrivée, répartis ensuite dans les différentes villes universitaires de France selon leur orientation, bénéficient enfin de tous les avantages sociaux accordés aux étudiants français. D'autre part, orienteurs et psychologues s'appliquent à les aider à préciser une orientation correspondant à leurs goûts et à leurs aptitudes, souvent mal définies au départ. On s'efforce au maximum d'atténuer leur angoisse et pourtant cette angoisse existe. Ceux-ci avaient tout juste dormi une première nuit en France quand nous les avons interrogés. Alors monsieur, comment vous appelez-vous s'il vous plaît? Je m'appelle Bachot Étienne. Oui. Vous venez d'où? Je viens de Cotonou. Vous êtes du Dahomey? Oui, madame. Vous êtes boursier, naturellement. Oui, je le suis. Alors vous venez faire l'école normale de musique. Vous venez sans doute préparer le concours d'entrée. Oui, madame, mais je ne savais pas qu'il y avait un concours d'entrée pour l'école normale. Ah oui, il y en a un, mais on vous donnera tous ces renseignements, justement, à l'enseignement tout à l'heure. Ah bon, madame. Mais quel genre de difficultés redoutiez-vous? Comme moi, je suis un nègre et que je viens au pays des Blancs, mes parents qui sont incultes, nous disons incultes, qui sont analphabètes, quoi. Ils ne savent pas trop si je ferai l'objet d'un accueil fraternel ici. Chaleureux, oui, c'est ça. C'est ça que vos parents redoutaient le plus. Oui, c'est ça surtout. Et vous, personnellement? Moi, à ce point de vue, je ne craignais rien. Et surtout, comme je ne savais pas exactement dans quelles conditions je devrais travailler, c'est ça qui me préoccupait. Mais pour la question de l'ambiance dans laquelle je vais évoluer, je ne craignais pas tellement pour ça. Monsieur Essimi, vous êtes né en quelle année, monsieur? En 1942. Quelles études vous venez faire ici maintenant, monsieur? Je viens faire des études d'ingénieur. J'aimerais rentrer de préférence aux arts et métiers. Vous venez du Cameroun. Et c'est votre premier voyage en avion? C'est le tout premier. C'est le tout premier. Alors, c'était agréable ou désagréable? C'était plutôt merveilleux. Parce que il m'a toujours semblé impensable qu'on pouvait être en sécurité à une si grande hauteur. Et vous vous sentiez en sécurité? Mieux que sur le sol. Mais vous aviez demandé cette bourse il y a combien de temps? Il y a de cela environ 3 mois. Il y a 3 mois. Et vous avez eu la réponse quand? La réponse 3 jours avant mon départ. Que font vos parents? Mes parents, ma mère déjà est ménagère et puis elle fait des champs d'arachides. Quant à mon père, il est instituteur. Et vous étiez en vacances chez eux? Au village, oui. Vous étiez en vacances au village? Chez eux. Et ce costume, vous l'avez acheté pour partir? Je l'ai acheté, je n'ai pas eu le temps de choisir. Je suis tout juste entré dans une boutique, j'ai demandé un costume, on m'a présenté celui-ci, puis c'était très précis. Et c'est tout? Vous êtes venu avec ce costume? Je suis venu avec ce costume, je n'ai presque rien, ni personne ne prévoyait que je pouvais venir en France. Alors, je n'ai eu ni de l'argent de poche, ni une petite ni
une petite valise pour emballer mes effets. Et vos parents, comment ont-ils accueilli ce départ précipité? Ils sont plutôt sceptiques. Sceptiques sur quoi? Sceptiques sur les études que je vais faire. Ils ne savent pas si ce sera des études aussi lucratives que je le pense moi-même. Parce que vous pensez que si vous réussissez vos études, vous pourrez avoir une bonne situation. Une très bonne situation. Quant à eux, ils pensent que c'est une perte de temps, les études supérieures. Donc vous êtes venu un peu contre leur gré? Contre leur gré, c'est ça. Cependant, votre père était instituteur. Je parle de la majorité. Il n'y a que mon père qui pouvait voir la chose à peu près objectivement. Objectivement, c'est ça. Est-ce que vous pensez que ce sera difficile de faire ces études? Il y a surtout le problème de l'adaptation, c'est-à-dire la vitesse de travail n'est pas la même que chez nous. Et puis on dit les petits Français, c'est-à-dire ceux qui seront mes camarades, être d'une intelligence prodigieuse. Alors, ça m'inquiète beaucoup. Ceux qui ont une bourse et une chambre où se loger ont moins que les autres à redouter des contacts humains difficiles dans une ville où leur rythme de vie empêche les gens de se parler. Mais les études sont déroutantes et la naïve inquiétude des premiers jours fait souvent place à un sentiment d'insécurité plus amer. Malgré le confort rassurant du pavillon d'outre-mer dans les jardins de la cité universitaire, on se demande avec anxiété au prix de quels efforts on obtiendra le diplôme qu'on est venu chercher. D'où êtes-vous? Je suis de Madagascar, madame. Je suis en train de faire un concours d'entrée au Conservatoire des Arts et Métiers, branche topographie. Et quel âge avez-vous? Maintenant, j'ai 26 ans. Donc, vous aviez déjà un certain temps par rapport à vos camarades français. Très en retard. J'estime que j'ai un retard de 8 ans. 8 ans de retard. 8 ans de retard. C'est ça. Et d'autre part, en retard sur le plan de la préparation même. Ah oui, justement. 1 an de retard dans les préparations. Oui. Et vous me parliez du rythme tout à l'heure, du rythme de travail. Il n'est pas le même non plus. Ah oui, le rythme, c'est tellement différent ici en Europe. Ici, on a tendance à tout courir dans un délai, dans un laps de temps très limité. Or que chez nous, en Afrique, à Madagascar, on est beaucoup plus à l'aise. Oui, c'est cela. Et d'autre part, les cours même, est-ce que vous arrivez à les suivre? Est-ce que les cours des professeurs, pour vous, sont aussi trop rapides? Oui, on peut le dire. Franchement, trop rapide. Puisque, après tout, les professeurs, d'ailleurs, ça c'est une remarque générale. Ici, les professeurs ne s'occupent pas tellement des élèves. Pour lui, il suffit de faire des cours et puis d'interroger. Et puis il s'en va. Alors, les élèves, c'est à nous, élèves, que nous nous débrouillons pour faire le mieux, pour pouvoir suivre. Oui, et là, vous vous êtes senti très seul? Ah oui, dans ce cas-là, très seul, d'accord, oui. Et si vous échouez, que ferez-vous? Alors là, je continuerai ma préparation jusqu'à ce que je m'intégrerai. Jusqu'à ce que vous ayez réussi. D'accord. Vous aviez une bourse en arrivant? Non, je n'ai pas eu de bourse. Maintenant, j'ai passé 2 ans sans bourse. 2 années difficiles. Très difficile. Difficile à quel point de vue? En effet, je n'ai pas eu de logement quand j'arrivais ici. Alors, il m'a fallu me débrouiller partout. Et d'abord, les chambres que j'ai trouvées, c'était trop cher. Et vraiment très cher par rapport en Afrique. Oui. Parce que chez nous, en Afrique, avec un étudiant, lorsqu'il a 1500 francs CFA, soit 3000 francs anciens francs français, nous pouvons vivre pendant au moins 2 mois. Oui. Alors qu'en France, ça, on ne peut pas trouver. Oui.
Alors ça, c'était pour moi une grande difficulté. Oui, vous étiez venu avec quelle somme? Et je suis venu d'abord, quand je suis venu ici avec peut-être 40 000 francs CFA, donc 80 000 francs anciens francs. Pour vivre combien de temps? Je suis venu d'abord, mes parents m'avaient dit il faut que j'aille et ils m'enverront 6 ans, quelque chose, de l'argent par la suite. Oui. Malheureusement. Donc c'était l'incertitude. L'incertitude. Oui. Parce que d'abord, quand je suis venu ici, je leur ai écrit et la situation économique était encore très lamentable. Et ils étaient incapables de m'envoyer de l'argent. Est-ce que vous avez connu le préjugé de couleur aussi? Cette question, dans certains hôtels, oui. Certains hôtels où j'étais, vraiment, ils ne me disaient pas que on me refusait parce que j'étais noir, mais moi-même je le sentais. Que vraiment il y avait des chambres qui ne voulaient pas en avoir, qui ne voulaient pas prendre une personne de ma race. Et les conditions de vie étaient très différentes, évidemment, des conditions de vie dans votre famille. Et évidemment, parce que ici, d'abord, j'étais dans cette famille-là. C'était à moi à faire à manger. Alors, j'étais à Biencourt. Je ne pouvais m'amuser tous les soirs à venir manger au restaurant universitaire de Mabillon. Or, il a fallu que je fasse moi-même à manger. Avec la famille, je ne mangeais pas. Or, moi qui étais habitué à manger toujours ensemble avec toute la famille, avec des copains, des amis, alors j'ai passé vraiment 3 mois, 4 mois seul, à manger tout seul comme un égoïste, hypocrite, alors que je ne me satisfais pas. Problème d'études, problème d'argent, changement brutal des habitudes de vie, méfiance à laquelle on se heurte encore trop fréquemment sous le prétexte qu'on a la peau d'une autre couleur, tel est le lot des difficultés quotidiennes, accusées peut-être par le rythme précipité de la vie à Paris. Alors, choisir la province, est-ce une solution qui permet de s'adapter plus facilement ? Dites-moi, messieurs, d'où êtes-vous ? Du Dahomey, madame. Mais vous êtes à Paris depuis combien de temps ? À Paris, non. Je suis à Paris depuis 2 mois, mais je suis étudiant à Rouen. Vous êtes étudiant à Rouen. À Rouen. Alors dites-moi un peu, on dit toujours que la vie est plus facile en province pour les étudiants de couleur, est-ce vrai ? Oh, ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. On a les mêmes difficultés que les étudiants africains à Paris. Et en province, il se passe que les gens ont trop tendance à généraliser parce que une fois qu'il y a quelque chose de mal fait, ça se sent, tout le monde le sait tout de suite en ville. Et les étudiants africains en province se surveillent plus que les étudiants, sont condamnés plutôt à se surveiller en province que les étudiants africains à Paris. Vous faites très attention. Oui, on est obligé presque. Qu'est-ce que vous faites à Rouen ? À Rouen, je suis étudiant en sciences économiques. Et je ne suis pas boursier. J'ai été à la charge de ma mère jusqu'aux 2 parties de bac. Et après, elle a vieilli et puis ses affaires ne marchent plus tellement bien. J'étais obligé de me faire nommer surveillant d'externat au lycée Fontenelle à Rouen. Et comment ça se passe avec vos camarades alors ? Les camarades, on a des camarades de faculté qui sont gentils et d'autres qui trouvent qu'on n'a pas notre place là. Oui, et par exemple dans les sorties, les surprises parties. Dans les surprises parties, c'est un problème très délicat. Il y en a qui vous invitent et puis il y a un autre qui lui souffle à l'oreille, dit donc tu n'amènes pas ton noir avec nous. À l'autre dit, il vient vous revoir très gêné. Il dit, tu sais, la surprise partie, je l'ai organisée avec un autre copain et cet autre copain ne veut pas de toi parce qu'il ne te connaît pas. Et cet autre, c'est un inconnu qu'on ne voit jamais. Est-ce que vous pensez que, par exemple, d'ici 10 ans, ces garçons qui seront devenus des hommes seront déjà plus proches de vous ? Et je crois que ceux qui ont eu des contacts avec des jeunes Africains étant sur les bancs de la faculté ou bien des écoles, ils arriveront quand même s'ils deviennent usagers, vieux, ils sauront qu'enfin, je sais pas, comment vous dirais-je moi, ils sauront vous comprendre. Voilà quoi, ils sauront comprendre les Africains.
Mais alors, est-ce que les Noirs sont racistes en Afrique aussi vis-à-vis des Blancs? En Afrique, le racisme existe partout. Les Noirs sont racistes, les Blancs sont racistes. Vous l'admettez? Ça, moi, je l'admets. Et c'est de la bêtise de la part des deux classes. Parce que moi, je trouve qu'on est pareil. Moi, vous êtes une blanche, moi, je suis un noir. Mais ça, ce n'est qu'une illusion parce que tous deux, enfermés dans une chambre, vous ne pouvez pas émettre la lumière blanche. C'est la lumière du soleil qui montre cette différence-là. Et si on vous coupe les veines, c'est le sang rouge qui sortira de mes veines, qui sortira de votre aussi. Cependant, les études en Europe sont une sanction indispensable pour contribuer avec pleine efficacité à l'édification d'un pays en développement. Cet étudiant malien, élève de l'école des travaux publics, l'a si bien compris qu'après un premier séjour, il est revenu avec sa femme et ses enfants pour terminer ses études. Boursier de son gouvernement, il est logé dans un grand ensemble de la banlieue parisienne où il jouit de tous les privilèges du confort. Il est assez conscient des ambiguïtés de sa situation d'Africain étudiant en Europe pour en faire une analyse exacte et impartiale. Différences de race, de civilisation, de religion, d'éducation, différences qu'il faut réduire ou accuser selon les besoins, selon les espoirs d'où sortiront l'Afrique de demain. Et pour venir faire vos études en France, vous avez rencontré des difficultés familiales? Ah oui, ça a été beaucoup de difficultés parce que les parents d'abord, venir en France pour eux c'est sortir de sa peau d'Africain, c'est ne plus être soi-même. Et ils ne veulent pas quand même qu'on sorte parce que étant à l'extérieur, nous n'avons pas de conseillers qui puissent nous mettre dans le droit chemin. Ça c'est leur conception. Alors raison pour laquelle, pour éviter toute catastrophe, ils préfèrent nous garder. Moi je suis musulman. Oui. En principe je ne dois boire ni d'alcool, je ne dois pas manger le porc, alors je dois prier tout le temps. Alors les activités en France sont telles qu'il est impossible justement de pratiquer d'une manière correcte justement cette religion. C'est-à-dire que vous devez leur mentir alors? Ah oui, j'ai menti, c'est pour... Ce mensonge leur sera utile plus tard. Ils ne le savent pas tout de suite, mais ça leur sera utile plus tard. Et parce que il y a mon intérêt, et quand je dis mon intérêt, c'est l'intérêt aussi de ma famille. Et là, vous êtes venu justement avec votre épouse. Et je suis venu avant mon épouse. Oui, mais cette épouse a été choisie par votre père? Non, mais seulement... C'est comme si elle a été choisie parce que d'abord j'ai voulu me marier avec une autre fille qui était une fille de caste. Alors les parents ne voulaient pas, c'est une question, c'est une sorte de hiérarchie chez nous, quoi. En principe ces gens font partie d'une classe inférieure, alors les parents ne voulaient pas. Alors maintenant j'ai abdiqué bien entendu, alors j'ai rencontré celle-là et je l'aimais. Alors je leur en ai fait part, ils étaient tout à fait d'accord. Et puis ils ont même engagé tous les frais. Alors voilà comment je l'ai épousée. Oui. Comment sont vues les Françaises, les Blanches qui épousent des Noirs lorsqu'elles vont en Afrique? Enfin, comme elles sont vues, elles sont pas mal vues. Seulement, bien accueillies, les elles sont bien, parce que l'hospitalité sacrée, c'est nous. Même un ennemi, on le reçoit. Seulement, il y a une question de religion qui fait qu'il y a quelques difficultés de la part des parents pour admettre d'abord la femme blanche. Parce qu'une fois que la femme blanche promet de prier, c'est fini. La famille l'adopte automatiquement. Alors c'est pour vous dire qu'il faut éloigner toute idée de racisme de la part des parents. Pour eux, c'est une question de religion. Ce sont des fanatiques. Une fois que la Française accepte de prier, c'est fini. La famille l'adopte automatiquement, sans difficulté. Et puis tout dépend de l'éducation que son mari lui donne ici. Parce qu'il y a certains maris qui n'expliquent pas clairement ce qui se passe en Afrique. D'autres se font passer pour des fils à papa, des richards. Quand ils partent en Afrique, c'est une déception de la part de la femme. Quelle idée vous faisiez-vous des Français avant de venir et quelle idée vous en faites-vous maintenant? Avant de venir, les Français, pour nous, c'était tous des colonialistes, des colons. C'est-à-dire que des gens qui viennent chez nous pour nous prendre tout sans rien laisser. Oui. Mais cette idée
on peut dire quand même qu'elle est fausse au départ parce qu'on ne peut pas juger toute la France partant de quelques individus qui sont partis à l'aventure. Et alors maintenant, quelle est votre idée de la France? Maintenant, quand je suis venu en France, j'ai vu que d'abord les gens mènent une vie individualiste qui est totalement différente de celle que nous menons en Afrique. Alors parce qu'avant de venir, je ne savais pas que les gens étaient comme cela. Puis chacun rentre chez soi, on ferme la porte, on ne sort pas, on ne se dit pas bonjour. Alors ce sont des choses qui vont frapper tout de suite parce que chez nous, on ne peut pas dépasser une personne sans la saluer. Et vous restez africain même en France? Même en France, parce que même chez moi ici, je prépare mes repas, ma femme et mes enfants. Je m'assieds par terre sur des journaux et puis nous mangeons à la main. Ça, c'est pour ne pas perdre l'habitude de l'Afrique, c'est pour rester nous-mêmes, quoi. Oui. Nous avons pourtant des tables, j'ai tout un service, j'ai des fourchettes, des cuillères. Et vous, par exemple, dans une discussion, quand votre mari a une discussion avec un de ses camarades, vous ne donnez jamais votre avis? Quelquefois, oui, si. Si, quelquefois. Oui. Là, vous le donnez? Oui. Mais pas en public comme ça? Non, pas en public. Ça vous gêne? Oui. Les femmes sont très pudiques, très timides? Oui, chez nous, une femme ne doit pas parler devant ses choses, devant ses copains, puis il doit respecter les gens. Oui, mais ici, il y a des jeunes Africaines qui font des études qui deviennent beaucoup moins timides. Par exemple, vous en connaissez? Non. Non, vous n'en connaissez pas? Non, non. Vous sortez peu? Oui. Oui? Je sors presque pas. Et est-ce que vous avez envie de vivre comme les Françaises vivent? Non. Pourquoi? J'ai ma façon de vivre, moi. Quelle est votre façon de vivre? Je voudrais vivre comme en Afrique. Mais vous avez un fils, et comment pensez-vous l'élever? Enfin, ce fils, je l'élèverai comme j'ai été élevé par mon père. Quels sont les grands principes? Parce qu'un garçon doit souffrir, parce que c'est un individu qui partira dans la vie sans savoir où on peut le mettre, où la nature peut le mettre, où son destin peut le conduire. Il peut trouver des difficultés dans n'importe quel domaine. Il faut alors le préparer d'avance pour qu'il soit apte à souffrir, à supporter la faim, les douleurs. Connaître les problèmes de ces étudiants africains, c'est tenter de rompre l'isolement dans lequel vous les laissez trop souvent par indifférence. C'est aussi contribuer à un avenir de collaboration étroite en s'efforçant, comme cet étudiant malien, de comprendre avant de juger.